Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter Mireille Avril, qui est fondatrice d'un bureau d'études et de design appelé Rhizome. Elle se trouve à Vannes. Donc en fait, cette intervention fait partie de la fabrique échelle 1 sur le roseau. En fait, j'ai rencontré Mireille au cours de la thèse parce qu'on est peu en France aujourd'hui à s'intéresser à cette ressource. Et donc, il s'agit de créer des liens et essayer de voir un petit peu comment est-ce que chacune d'entre nous, par exemple, on aborde l'expérimentation avec ce gisement de matière encore très peu usité. On a peu d'expérience. Et donc, au-delà de la matérialité roseau, en fait, je trouvais que c'était intéressant de l'inviter et d'ouvrir cette conférence à tous les étudiants d'architecture pour avoir une confrontation avec un praticien qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que d'expérimenter dans la vie professionnelle, comment on s'implante dans un cadre juridique, comment est-ce qu'on on vend en fait un produit qui est encore peu connu. Et donc je vais laisser la parole à Mireille qui va faire une présentation sur son travail et pas forcément c'est l'exemple roseau mais qui s'applique en fait aujourd'hui beaucoup aux études d'architecture et on parlait de la ECC, la culture constructive, comment est-ce qu'on essaye d'innover. Alors, Carole, je n'aurai pas les réponses à tous tes questionnements. Je reste moi-même, je pense, en perpétuel questionnement et donc vous verrez, je n'ai pas encore trouvé les réponses. Donc, ah oui, comme je disais en introduction, c'est plutôt plus qu'une conférence. Je voulais l'orienter comme Vous m'entendez là ? D'accord, très bien. Je voulais orienter cette conférence sous forme, plus sur un partage des questionnements, des pistes de réflexion, voire de recherche que j'ai envie de partager avec vous. Et si possible, j'aimerais bien qu'il y ait un échange ensuite. Donc n'hésitez pas à noter les questions que vous pourriez avoir. Je préfère que ça se passe plutôt après le déroulé, si ça ne vous dérange pas, si on a un peu de temps. Donc je vais vous raconter une histoire en fait. Et l'acte 1, c'est l'histoire qui commence par un territoire entre marais et littoral et un belvédère. C'est un belvédère en perche châtaignier, puisqu'en participant à la construction du belvédère conçu avec Nicolas Poliski, j'ai découvert son travail et je me suis aperçue que ce travail, cette expérience avait beaucoup influencé le travail qui allait suivre. Donc Nicolas Poliski utilise généralement des matériaux du site qu'il met en forme selon des techniques traditionnelles, d'autant mieux qu'il a découvert parmi ses voisins ruraux des gens très adroits, ayant cultivé des vieux savoir-faire en matière de construction et de pratiques paysannes. Ces grands ouvrages se sont succédés, prétextés au départ par des intentions simples, comme le défrichage, l'exploitation de bois, mais où le rangement prend une dimension démesurée comme une folie. On voit sur l'image à droite une de ses créations qu'il a appelée Beaubourg. Donc c'est une création en saule, en branche de saule. Avec le recul, comme je vous disais tout à l'heure, je prends conscience de l'influence que le travail de Poliski a eu sur le design que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc des matériaux du site, j'utilise des roseaux et du bois, cèdre et Douglas donc. Un appui sur de vieux savoir-faire en matière de construction. Moi, je m'appuie beaucoup sur le savoir-faire des couvreurs chaumiers et de pratiques paysannes, puisque je m'appuie aussi sur les techniques d'exploitation des marais, des zones humides. Des intentions simples aussi. La première intention était de valoriser des déchets de coupe d'entretien de zones humides et des grands ouvrages de maisons au design mi-animal, où le rangement prend une dimension aussi démesurée. Les grands brins, je les mets sur le mur, les autres dans des caissons. En fait, j'aime beaucoup ranger, c'est un peu une obsession. Et je vous parlais de territoire tout à l'heure. Le territoire, en fait, c'est la Bretagne, et particulièrement le Morbihan, le golfe du Morbihan,
pour le premier projet. Et le deuxième projet, c'est un marais qui s'appelle... c'est près de la Brière. Ça fait... oui, c'est le début de la Brière, en fait. C'est dans l'estuaire de la Loire, pas très loin de Saint-Nazaire. Donc là, c'est le premier projet, Rhizome dièse 1. Donc la vêture est en roseau et avec une alternance de bois brûlé, du Douglas. Et ça donne vraiment une impression de peau d'ours ou de peau de serpent. Et j'ai tendance à dire que je donne à cette maison une peau, une robe, couleur de littoral et couleur de feu. Donc là, on voit un gros plan de la matière, des matériaux, de la texture, en fait, c'est très texturé. Et le rangement, le fameux rangement qui prend une dimension démesurée comme Polisky. Donc les grands brins sur le mur et les autres dans des caissons. Donc sur le mur, les brins sont entiers, hein, ce sont des tiges de roseau entières hein, qui sont fixées. Le deuxième projet, donc là toujours vêture en roseau avec une alternance avec du cèdre littoral. Et donc là, ça donne un effet peau de daim, des taches, qui vient du roseau, qui avait les brins avaient différentes couleurs, et on voit cet effet peau de daim en fait. Donc toujours une robe couleur de littoral. Couleur de littoral puisque c'est du roseau du littoral qui a été posé. Ah oui, alors donc du coup c'est vrai que ça revêt un pelage parfois, comme je disais, semblable à celle d'un daim. Et avec une évolution aussi qui relève du laisser-faire du champien, qui impose donc d'accepter les imperfections. Ça évolue de manière irrégulière et ça peut être interprété comme une imperfection de la réalisation. Mais c'est aussi une invitation à la contemplation plutôt qu'au simple coup d'œil. Puisque en général, les visiteurs, les personnes qui viennent voir cette réalisation, la première aussi, restent assez longtemps à observer. Peut-être que Carole pourra en témoigner, puisque Carole a vu ce projet. Et c'est vrai qu'on a envie de rester, de contempler ce matériau et cet aspect très texturé, et la lumière qui joue avec ce matériau, justement. Donc c'est je décris comme un nouveau paysage domestique qui change selon le temps qu'il fait et selon le temps qui passe aussi. Donc plus qu'une enveloppe protectrice, qu'une solution fonctionnelle, une peau architecturale texturée qui reste visible et qui, par sa durée de vie identique, 80 ans, rappelle que l'homme est tout autant éphémère, qu'il fait tout autant partie de la nature et que le temps passe en laissant des traces. Donc un autre des questionnements, est-ce que c'est une maison miroir? Qu'est-ce que ça nous renvoie, cette évolution de matériaux? Une autre question, est-ce une maison ou un objet d'art habitable, comme les créations que peut nous présenter Polisky? Donc alors, par rapport à ce questionnement, c'est aussi venu des observations, des remarques que j'ai pu entendre. Un journaliste a écrit que c'était de la haute couture pour la maison. Et un maçon nous a dit, mais vous êtes les coiffeurs du bâtiment. J'ai trouvé ça magnifique comme description de ce qu'on faisait. Avec une petite définition d'un objet d'art. Un objet d'art est une œuvre d'art en 3 dimensions et généralement de petite taille. Donc justement, l'habitat vu par l'art contemporain. La définition des abattoirs, c'est habiter signifie communément le fait de vivre habituellement dans un lieu, mais lorsque les artistes contemporains s'y intéressent, c'est précisément pour contrarier les habitudes et faire réagir. Donc c'est vrai que ce sont des projets qui font réagir aussi, et des œuvres donc mêlant art, design, architecture et parfois ingénierie, qui sont des solutions expérimentales, qui transgressent les a priori du logement et qui n'ont pas vocation à être déployés à grande échelle. Certains artistes, d'ailleurs, revoient les normes qui régissent l'habitat contemporain afin de les réinventer face à une société qui en conventionne les usages. Donc là, j'ai voulu vous présenter l'absence
qui a été créé à Nantes par l'atelier Von Lieshout dans le cadre du 1% artistique de l'ENSA de Nantes. Le contexte de l'histoire, c'est un attrait certain pour l'art contemporain, pour le détournement, la transgression des a priori de la maison et une sensibilité, un parti pris esthétique qui pourrait évoquer différents courants, l'arte povera, le land art, le wabi-sabi, le lâcher-prise du Champien ou celui de Michel Blasi. Donc l'arte povera, c'est un art frugal, naturel, au langage radical très actuel. Donc là, j'ai voulu vous présenter une création de Mario Merz. Alors, je ne lirai pas le titre, je ne parle pas du tout italien, ce serait écorcher ces mots. Donc l'arte povera privilégie le naturel, l'instinct et l'éphémère. C'est un art de récupération, de récolte, voire de cueillette. Il se veut essentiel, ancré dans le réel, à portée symbolique et poétique. Donc c'est une description que j'ai trouvée sur le blog Culture Crunch et qui dit que les artistes de l'arte povera dépassent les limites de la sculpture ou de la peinture, ils sortent du cadre pour exalter le réel et développer un langage visuel radical. Concernant le land art, Wikipédia décrit le land art le plus souvent comme des œuvres extérieures, exposées aux éléments et soumises à l'érosion naturelle. Ainsi, certaines œuvres ont disparu, il ne reste que leurs souvenirs photographiques et des vidéos. Pas facile à vendre, surtout dans l'univers de la construction si conventionnelle. C'est ce que j'échangeais tout à l'heure. C'est vrai que toute cette approche fait que ce n'est pas forcément des projets faciles à vendre. Donc le wabi-sabi aussi qui a influencé mon travail. Wabi-sabi, c'est une expression japonaise utilisée pour décrire un concept esthétique visant à apprécier justement l'imperfection et l'impermanence, à aimer les choses telles qu'elles sont naturelles. Le wabi-sabi souligne la singularité sans chercher à la gommer. Et l'attrait du détournement. Donc c'est un hacking créatif et léger quand même. Marcher en dehors des clous face aux usages conventionnels, aller à contre-courant, révéler des actifs et des acteurs dormants dans notre environnement, voir des espaces vacants, inventer de nouveaux usages aux matériaux. Donc là, c'est un bureau qui a été réalisé avec des balais. Et ça donne un peu cet aspect texturé qui ressemble à la texture, pourquoi pas, du roseau. Donc le hacking, c'est donner une fonction à une chose à laquelle elle n'était pas destinée à l'origine. On s'en empare et on le transforme en quelque chose d'inattendu. Donc Rhizome fait du showmaking à échelle inversée. Voilà, c'était la découverte. Donc du showmaking, parce que le roseau se met traditionnellement sur le toit. Nous, on change les choses, on le met sur les murs. Et parfois, ça crée de la résistance parmi les chaumiers. Certains ne veulent pas le faire, le mettre en œuvre, et d'autres l'ont fait. C'est un changement, c'est une découverte, et en général, c'est plutôt apprécié puisque c'est physiquement moins compliqué que d'être en toiture. Et puis, ça casse aussi un peu le rythme du métier. Et un changement d'échelle inversé, puisque ce sont surtout des bâtiments, des grands bâtiments, des bâtiments scandinaves, donc de grande taille, qui ont été réalisés avec cette technique de pose verticale. Et le changement, c'est aussi de l'utiliser pour un pavillon, pour la maison individuelle. Donc habiter un objet d'art éphémère, imparfait, impermanent et à contre-courant, comment vendre ça, quoi ? C'est voilà, une question. Qui pourra habiter en land art, en arte povera, en wabi-sabi ? Qui pourra accepter l'idée d'habitat éphémère, néanmoins durable le temps d'une vie ? Et qui pourra accepter l'idée de sa propre éphémérité ? Ça questionne aussi l'architecture pérenne
Et une autre question, c'est est-ce durable aujourd'hui de viser une longévité de pyramide ou de construire avec des matériaux qui ne peuvent se renouveler le temps d'une vie humaine. Donc maison et objet d'art habitable, corrélation ou utopie. Cette question, parce qu'en fait, c'est un design très confidentiel. Cette proposition a été aujourd'hui acceptée par des artistes uniquement, et 2 maisons ont été réalisées. Comme le disait Heidegger, en reprenant le vers d'Hölderlin, cette seule façon que cette maison pourrait être investie, que l'homme habite en poète. Alors, déjà, d'emblée, j'ai envie de remercier justement ces poètes créatifs qui osent réenchanter le monde. Donc, merci aux pionniers, aux maîtres d'ouvrage, architectes, entreprises, BET, qui osent penser différent pour aller vers des modèles plus vertueux. Donc, il y aurait corrélation s'il y avait acceptation multi-acteurs. Donc, acceptation pour le maître d'ouvrage déjà d'habiter l'art, acceptation pour nous, concepteurs, de s'affranchir de manière créative et légère, donc faire du hacking, de se faire à l'idée et faire accepter l'idée de création artistique habitable, de réinterroger aussi ces processus de conception et de mise en œuvre. Cet objet d'art est aussi une maison, par l'apport hors norme actuel de la construction d'un design multifonctionnel, dans un souci d'économie et d'optimisation des ressources, par un processus de co-création. Un design multifonctionnel décliné aux matériaux, au système constructif et à la filière. Le roseau pousse tout seul, naturellement, entre terre et mer, en eau douce, saumâtre ou salée. Il a un cycle végétal d'1 année, une très forte production de biomasse pouvant atteindre plusieurs kilos au mètre carré et par an, ou 30 à 45 tonnes par hectare et par an. Et donc sans intervention, un risque d'étouffement du milieu et d'évolution de la roselière. Ça peut être un déchet ou bien une ressource locale pour des matériaux et une solution naturellement adaptée aux conditions climatiques littorales. Donc là, en haut, on voit justement un tas de roseaux qui a été broyé et déposé après une coupe d'entretien. Donc là, il reste là des années, puisqu'il se décompose difficilement. Donc là, il est déchet, non valorisé. Et là, cette même coupe d'entretien, en fait, est valorisée dans des caissons pour isoler les murs. Le design multifonctionnel décliné aux matériaux roseaux, c'est justement utiliser la tige en vêture, l'utiliser broyée comme isolation dans les caissons ou en seconde œuvre aussi, pour des briques de terre crue ou des enduits. L'utiliser vivant aussi, en filtre planté pour l'épuration des eaux qui transitent par la maison. Donc sur ce deuxième projet, on voit que le roseau donc, est utilisé en tige pour la vêture. Il a été utilisé dans des caissons dans les murs. Et il est utilisé aussi en filtre planté pour l'assainissement. Et ce design multifonctionnel aussi décliné au système constructif. Le système constructif est un complexe à la fois structurel, frein-vapeur, ITI, ITE, pare-pluie, esthétique et étanche à l'air. Il assure un confort d'été et un confort d'hiver. C'est aussi une vêture rupteur de pont thermique, puisque la vêture fait office de manteau et englobe tous les murs de ces 25 cm d'épaisseur. C'est une fabrication mixte, hors site et sur site. Une partie est préfabriquée en atelier, tout ce qui concerne les caissons. Et l'autre partie, la partie vêture, elle est mise en œuvre sur chantier. Donc c'est un système constructif éco-conçu, parce qu'il est composé de matériaux bruts, très peu, pratiquement pas transformés, et de fixation mécanique. Donc il est aisé de pouvoir séparer ensuite les différents éléments de ce système constructif et de donner en fait une seconde vie
ou aux différents composants en fait. Ou bien il rentre dans une boucle technique ou bien dans une boucle organique. Donc il peut avoir d'autres cycles de vie, avoir un même usage dans un nouveau bâtiment ou bien des usages différents, comme par exemple servir de paillage, servir aussi en plasturgie. Il peut avoir différentes vies après. Il peut être utilisé aussi, le roseau broyé peut être utilisé dans de nouveaux bâtiments et utilisé dans des briques de terre crue par exemple ou en terre allégée. Et ça peut être une solution qui peut intégrer des bâtiments de nouvelle génération, les bâtiments appelés bâtiments banque de matériaux. Il est aisé, parce qu'il est aisé aussi de faire un passeport circulaire pour ces bâtiments, enfin pour ce système constructif. Il n'y a que très peu de matériaux utilisés et ils peuvent ensuite avoir différents parcours de vie successifs. Et donc ce design multifonctionnel, il est aussi décliné à la filière. Alors, c'était une nouvelle filière locale qui repose sur la création d'un écosystème original et dynamique entre les roselières et le bâtiment. La coupe annuelle permet de produire une ressource locale, écologique et de qualité pour le bâtiment, pour la construction, et qui permet de prendre soin des roselières qui sont entretenues et régénérées, ce qui permet de maintenir la biodiversité et d'améliorer en bout de course la qualité des eaux retournant à la mer. Donc un petit slogan, adopte des roseaux et respecte ta mer. L'Ifremer d'ailleurs préconise l'utilisation des roselières côtières comme outil pour contrôler la prolifération des algues vertes marines et comme outil pour diminuer à 60% en moyenne le rejet de composés azotés dans la mer, qui est une des causes de l'acidification des océans. Et c'est une filière sur mesure aussi, donc différentes mesures ont pu être récoltées. Et donc on peut voir que entretenir une roselière, organiser une filière roseau, une filière locale, c'est permettre à la roselière de pouvoir filtrer 4 kg d'azote par hectare et par jour avant le retour de l'eau à l'océan. Donc avec la problématique des algues vertes, on voit que c'est quand même c'est vraiment une valeur importante. C'est aussi des matériaux sains et upcyclables avec un upcyclage technique. 0% de colle, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des composants 100% séparables, triables et upcyclables. Et donc biodiversité améliorée, avec des services écosystémiques, des roselières valorisées et améliorées, comme la biodiversité. 1 à 2 maisons peut régénérer 1 hectare de roselière, d'après nos calculs. C'est aussi 40 tonnes d'équivalent CO2 par maison construite évitée, stockée. C'est aussi des paysages, un confort visuel et acoustique amélioré, des conforts d'hiver et d'été aussi naturellement améliorés. C'est surtout aussi un circuit court, 8 tonnes par maison de matières premières régionales valorisées et autant d'exportations évitées d'une ressource locale. Mais ça nécessite de travailler autrement. Des nouvelles synergies et des coopérations territoriales se mettent en place. Une gestion de la ressource au rythme des roselières, et pas forcément au rythme de la production industrielle. Des processus de conception plus collaboratifs et des nouveaux modèles économiques. Ça nécessite de travailler en rhizome. Donc là, on voit un petit peu l'écosystème d'acteurs qui a pu se mettre en place pour un projet. Et l'idée, c'est de travailler en rhizome, mais toujours en ayant comme objectif une empreinte positive sur la mer, l'environnement, la santé, l'économie et la biodiversité. L'acte 2, persévérer et simplifier l'enveloppe jusqu'à la peau. Des murs encore plus simplifiés. Donc ça, c'est l'objectif actuel. Simplifier encore et encore. Et simplifier jusqu'à un design encore plus mi-animal et biophilique.
Ainsi, l'enveloppe pourra devenir peau d'âtre, juste un derme et un épiderme. Et l'objet d'art architectural sera alors une peau habitée. Donc le derme, c'est un matériau, le bois. Toujours le bois. Et toujours du bois. Le derme vu de l'intérieur. Et l'épiderme, donc la vêture en roseau. Et simplifier même jusqu'à la filière, pour encore mieux prendre soin et pousser une vision long terme de valorisation bien supérieure, à un entretien exigeant qui fournira du roseau d'œuvre, des tiges arrangées, des coproduits à valoriser en seconde œuvre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ne plus valoriser le déchet de coupe, le broyat déchet de coupe, mais valoriser la roselière pour utiliser la tige, le roseau sous forme tige, et l'utiliser en broyat ou en justement en fibre dans les briques de terre crue que les coproduits, en fait, les sous-produits. Et le prolongement de tout ça, c'est d'aller vers une démarche plastique conceptuelle pour créer l'usine nouvelle d'une fonderie résiliente et efficiente. Donc en ce moment, je travaille sur un projet de fonderie, justement. Donc il y a une fonderie qui veut changer son bâtiment, qui n'est plus du tout adapté, qui contraint l'activité, qui contraint les énergies, on va dire, les énergies de l'écosystème en fait de la fonderie aujourd'hui. Et l'idée, c'est de trouver un design en cohérence avec sa raison d'être et ses valeurs. Et pour ça, la roselière va servir de laboratoire et de showroom pour penser le bâtiment de travail comme une roselière, s'aligner sur un écosystème de référence efficient. Et justement, la roselière restera le guide, la force conductrice pour créer une fonderie roselière. Et pour ça, l'usine va s'aligner sur un écosystème pionnier, régénérant, résilient et très performant en termes de gestion des flux, comme l'eau, les énergies, les déchets, les rabattements de polluants et de nuisances, et la limitation des extrêmes. L'usine va aussi s'aligner sur la productivité. La roselière est un endroit à forte production de biomasse. Et donc, nous, on va travailler sur justement un projet de bâtiment aussi à forte productivité. Piège à carbone, système où la production de biomasse est supérieure à la décomposition de biomasse. Donc, ça génère des végétaux peu ou pas dégradés et qui génèrent du carbone stocké et non gazeux. L'usine alignée aussi sur la coopération. La roselière est un lieu où l'activité écosystémique est très imbriquée. Les animaux, les végétaux, la symbiose micro-organismes rhizomes. Une usine alignée aussi sur un accueil de biodiversité, comme la roselière qui est un lieu de biodiversité de l'échelle bactérienne à l'échelle macroscopique. J'ai pu lire que 40% des espèces continentales s'y développent, dans les zones humides en général. La roselière s'alignait aussi sur des fonctions nourricières et patrimoniales et sur des fonctions d'aménité. Donc idée de relâchement, de ressourcement et de bien-être. Donc tout ça sont des écoservices qui changent la perception. De milieu hostile à milieu utile ou de milieu contrainte à milieu opportunité pour devenir un lieu attractif après avoir été un milieu répulsif. Donc en acte 4, le processus. Et je voulais citer Amin Malouf qui dit que le temps a 2 dimensions, la longueur au rythme du soleil et l'épaisseur au rythme des passions. Donc dans un premier temps, il s'agissait de l'histoire du dieu Pan. Le dieu Pan tentant d'abuser de la nymphe Syrinx. Acculée par le dieu Bouc entre les joncs des rives du Ladon, elle implore les divinités aquatiques de lui venir en aide.
ce qu'elles font en la changeant en roseaux. Pan, croyant l'étreindre enfin, ne saisit qu'une brassée des tiges marécageuses, au milieu desquelles le vent siffle doucement. Il les coupe et les lie ensemble, inventant la flûte syrinx qui ne le quittera plus. Donc là, on voit que la roselière, à travers cette œuvre, est à la fois hostile, abri, mais aussi lieu d'innovation. Il s'agit aussi de refaire l'expérience des matériaux légers et non plus les matériaux lourds, des murs mous tels une fourrure, un plumage protégeant le foyer. Il s'agit de faire vivant, que ce soit notre approche, notre posture ou les matériaux que nous utilisons. Accepter, susciter, porter le changement d'utilisation nouvelle de matériaux bruts issus du vivant. Il s'agira d'une fonderie en mutation qui logera dans une usine roselière, connexion de deux environnements qui ne sont pas supposés se connecter. Par exemple, de quelle manière parvenir à détourner des flux, matière, énergie d'une fonderie en écoservice pour créer valeur de sens dans un autre contexte. Et sur un temps plus long, en quelle mesure ce processus co-créatif infiltrera la fonderie dans son besoin de créativité et d'innovation pour garder la flamme. Donc un processus comme un processus de création artistique qui s'autorise donc surprise, sérendipité, l'improbable, détournement, sortie de cadre, décloisonnement, nouvelles pratiques, co-création et innovation. Avec audace, courage et ténacité, et même si nous transgressons aujourd'hui, parce que des bâtiments de grande qualité environnementale seront des atouts essentiels pour la société. Oser créer l'improbable avec certitude, prendre de la hauteur pour passer outre. Bertrand Piccard dit que ces solutions ne seront jamais appliquées tant que la destruction de notre planète restera autorisée par un cadre, lui, légal, désuet et inadéquat. Donc ne pas rester pétrifié par une réglementation désuète et rester vivant. À force de construire, je crois bien que je me suis construit moi-même, disait Paul Valéry. Et bien moi aussi, je pense. Ni architecte, ni ingénieur. Peut-être une frustration d'ailleurs, que je détourne là encore, en m'autoproclamant artiste, designer de peau d'âtre qui fait vivant, en coopération avec vous, architectes, chercheurs, entrepreneurs, ingénieurs et d'autres gens, dont les maîtres d'ouvrage. Merci.